Bien, bonjour. Donc, dans cette vidéo, on va voir un peu l'aboutissement de ce vers quoi on allait, à savoir, on va traiter des systèmes d'équations différentielles. On va aborder ça sous la forme d'abord de généralité, et puis après, on va s'intéresser à un type spécifique de système d'équations différentielles. Ce sont les systèmes linéaires à coefficients constants. Donc, c'est sensiblement les plus simples qu'on puisse imaginer, et pour lesquels on va pouvoir avoir un traitement systématique des solutions. Donc, quelques généralités, tout d'abord. D'abord, qu'est-ce qu'un système d'équations différentielles? Alors, on peut le mettre dans la plus grande généralité, sous cette forme-là, enfin la plus grande généralité pour ce qui nous intéresse, nous, à savoir qu'on a n fonctions inconnues, x1 jusqu'à xn, et n équations différentielles définies pour x1', donc la dérivée de la fonction x1 égale à une certaine fonction grand F1 qui dépend de toutes les fonctions x1 jusqu'à xn. Il y a une x'2 qui est égale à f2, donc une autre fonction, a priori on ne fait pas d'hypothèse là-dessus, qui dépend de x1 jusqu'à xn, etc. Jusqu'à une nème équation pour laquelle on a la dérivée de la fonction xn qui est égale à une autre fonction fn qui dépend de x1 jusqu'à xn. Voilà. Et donc ça nous donne n équations différentielles avec n fonctions inconnues qui sont liées entre elles. Et le but du jeu, c'est de résoudre ce système. Donc une solution là-dedans, ça va être les fonctions x1 jusqu'à xn qui vont satisfaire ce système. C'est-à-dire que une fois qu'on a déterminé les fonctions x1 jusqu'à xn, si on les substitue dans ces expressions-là, on doit trouver x1' dans un cas, x2' dans l'autre cas, etc. Voilà. Ensuite, on va distinguer ce qu'on appelle la solution d'équilibre. On n'en aura besoin que à la toute fin sur un cas particulier, mais je la donne maintenant parce que c'est là que c'est logique. La solution d'équilibre, elle est obtenue quand on remplace les x1' jusqu'à x7' par des zéros. Et c'est non pas un ensemble de fonctions, x1 jusqu'à xn, mais c'est un ensemble de nombres x bar 1 jusqu'à x bar n, tels que on ait ces propriétés-là qui sont satisfaites. Voilà. Donc, à partir de là, on va définir un certain nombre de situations qui vont nous intéresser, et nous, ce qu'on va vouloir résoudre, essentiellement, c'est ce qu'on appelle des problèmes de Cauchy, c'est-à-dire pour lesquels, exactement comme pour les équations différentielles ordinaires, on a non pas une équation différentielle, mais un système d'équations différentielles et des conditions initiales. Alors, si vous vous rappelez bien, pour une équation différentielle d'ordre 1, il y a une condition initiale. Pour une équation différentielle d'ordre 2, il y a deux conditions initiales, etc., etc. Et là, on voit que nos systèmes d'équations différentielles sont d'ordre 1, et il y en a n, donc ça va vouloir dire une condition initiale pour chaque équation différentielle, donc au total n conditions initiales. D'accord. Donc typiquement, on va les donner pour la valeur t égale à 0, hein, donc x1 de 0 vaudra une certaine valeur x1 de 0, etc., jusqu'à xn de 0, qui vaudra une certaine valeur xn de 0. Donc coupler simultanément ce système d'équations différentielles et cette condition initiale, c'est ce qu'on appelle un problème de Cauchy. Et ici, on l'appelle autonome. On va voir tout de suite après quelle est la différence avec un système non autonome. Alors, avant d'en arriver là, on va juste voir un petit point de notation. Pour simplifier, vous voyez que ici, on pourrait en fait, et c'est ce qu'on fait, définir un vecteur des fonctions x1 jusqu'à xn, un vecteur des dérivées premières, et un vecteur des fonctions f1 jusqu'à fn. Donc on ne se prive pas de le faire, et donc pour gagner de la place au niveau de la notation, on va dire que le vecteur x', c'est en fait le vecteur qui contient toutes les dérivées premières des fonctions x1 jusqu'à xn. Le vecteur x de t, c'est un vecteur qui contient toutes les fonctions x1 jusqu'à xn de t. Et grand F, vectoriel, enfin pardon, le grand F en vecteur, c'est un vecteur qui contient toutes les fonctions f1 jusqu'à fn qui dépendent d'elles-mêmes du vecteur x, c'est-à-dire de toutes les fonctions x1 jusqu'à xn. Donc c'est juste ce qu'on a vu avant, condensé complètement, pour permettre d'écrire plus vite simplement les choses. Voilà. Et donc, si on part là-dessus, le système de Cauchy autonome tel qu'on l'a vu juste avant va s'écrire de façon très simple, à savoir x' de t égale f de x de t, avec x de 0 égale vecteur x de 0. Voilà, donc ça c'est le problème de Cauchy autonome. Et maintenant, le problème de Cauchy, alors pardon, un exemple. C'est bien de mettre des exemples, excusez-moi, je suis dans ma pensée. Donc un exemple, si on prend x1 de 0 égale à 1, x2 de 0 égale à 3, et ce système d'équations différentielles là, parce que pourquoi pas, donc la dérivée première de x1 sera égale à 3x1 moins la fonction x2 au cube, alors que la dérivée première de x2 serait égale à 2 fois la fonction x1 au carré, plus la fonction x2. Bon, pourquoi pas. On obtient, si on l'écrit sous la forme qu'on a donnée ici,
que x0 est égal à 1, 3, d'accord, c'est ces deux valeurs-là, et f de x de t est égal à 3x1 moins x2 au cube, c'est cette ligne-là, et 2x1 carré plus x2, c'est cette ligne-là. Voilà. Donc c'est vraiment juste un changement de notation, il n'y a pas de grand mystère là-dedans pour écrire les choses. Voilà, juste un petit commentaire, on voit ici qu'on a affaire à des équations qui ne sont pas linéaires, hein. x2 est au cube ici, x1 est au carré ici, donc ce ne sont pas des équations sur lesquelles on travaillera beaucoup ensemble, enfin pas du tout d'ailleurs. Pour ce qui est de la résolution, ça permet juste d'illustrer sur un cas non linéaire ce qu'on a dit, et on verra que nous on aura des situations plus simples encore à traiter. Et maintenant, on y arrive donc, maintenant que c'est promis, le problème de Cauchy non autonome. On voit que c'est la même chose que le problème de Cauchy autonome, à ceci près que apparaît ici la variable t en plus du vecteur des fonctions inconnues. Donc un système de Cauchy non autonome à partir de l'exemple précédent, on prend 1 et 3 ici pour les valeurs initiales, et puis le x1' de t va être égal par exemple à 3 fois t fois x1 de t, et alors là du coup c'est plus autonome à cause de ça, moins x2 au cube de t, et x2' de t serait égal par exemple à 2x1 carré plus t carré x2 de t plus t. Chacun de ces t ici, à lui tout seul, rend le système non autonome. D'accord. Néanmoins, on peut l'écrire sous la forme condensée, il n'y a pas de problème. Hein. X de 0 est égal à 1, 3, et f de x de t, c'est 3tx1 moins x2 carré, et 2x1 carré plus t de x2 plus t, étant donné ce qu'on a écrit ici. D'accord. Voilà. Donc, on a, entre guillemets, baptisé dans le cas général, problème de Cauchy, autonome et non autonome, et c'est ça qu'on va s'atteler à résoudre dans le cas des équations différentielles linéaires. Des systèmes d'équations différentielles linéaires à coefficient constant. Alors, un petit nota bene qui va avoir son importance, on travaillera notamment dessus en TD, ça va être pour les équations différentielles d'ordre supérieur à 1. Pas les systèmes, les équations différentielles. Donc, de façon générale, une équation différentielle d'ordre 2 qui puisse s'écrire sous cette forme-là, y seconde égale g de t de y et de y', où g est une certaine fonction. Si en fait on rebaptise y comme étant égal à y1 et y' comme étant égal à y2, alors on voit que du coup que y seconde ça va être y2', d'accord. On peut réécrire cette équation différentielle ordinaire du premier ordre comme un système, du deuxième ordre, pardon, comme un système de deux équations du premier ordre. Parce que on va d'abord avoir que y1 dérivé, c'est y', donc c'est égal à y2, donc on a y1' égale y2. Et ensuite y2', ça c'est la dérivée seconde, donc c'est ce terme-là, donc y2' doit être égal à g de t, de y, mais dans notre nouvel langage, le y est devenu y1, et de y', c'est-à-dire de y2. Et donc on voit qu'on a transformé notre équation différentielle ordinaire d'ordre 2 en un système d'équations différentielles d'ordre 1, avec deux équations. Deux fonctions inconnues. Pardon. Et pareil, si on prend l'ordre 3, par exemple, une équation différentielle d'ordre 3 qui s'écrirait comme étant f de t de y, y' seconde et y3 égale à 0. Pareil, on va renommer y comme étant y1, y' comme étant y2, y seconde comme étant y3, et on voit qu'on va avoir les liens que y1 dérivé, c'est la dérivée première, donc c'est y2, donc y1' égale y2, y2' c'est la dérivée seconde, donc ça va être égal à y3, et on n'a plus qu'à resubstituer dans tous les noms ici, dans toutes les variables ici, par, alors t reste t, y devient y1, y' devient y2, y seconde devient y3, et y dérivé 3 fois devient y3 dérivé une fois. Et on a maintenant un système de trois équations différentielles avec donc trois fonctions inconnues qui permettent de résoudre une équation différentielle d'ordre 3. Donc vous voyez, de façon générale, on peut ramener des équations différentielles d'ordre supérieur à 1 à des systèmes d'équations différentielles d'ordre 1. On peut prendre un petit exemple pour mettre un peu de chair sur ces propos généraux. On prend juste une équation simple d'ordre 2, y seconde plus 0,5 y' moins 2y égale à 0, puis on applique la recette qu'on a donnée. On prend y1 égale y, y2 égale y', donc ça nous donne le système y1' égale y2, d'accord. La dérivée de y, elle s'appelle y2 ou y1', donc ces deux-là doivent être égaux entre eux. Et ici, on obtient y seconde devient y2', plus 0,5 y2, moins 2y1, et on fait passer de l'autre côté ces termes-là. Donc ça nous fait, en fait, y2' égale 2y1 moins 0,5 y2. Voilà. Et maintenant, on peut faire quelque chose, c'est passer ça sous forme matricielle, et ça prépare un peu ce qui nous attend par la suite, à savoir qu'on met dans un vecteur y1', y2', ça va être égal au produit matrice vecteur. Dans cette matrice-là, on a les coefficients des termes qui sont là, multipliés par le vecteur y1, y2 des fonctions inconnues.
Donc sur la première ligne ici, on voit qu'il n'y a pas y1, donc le coefficient d'y1 est égal à 0, il y a y2 une fois, donc son coefficient est égal à 1. Donc si on multiplie cette ligne par cette colonne, on obtient 0y1 plus y2, ça fait bien y2 égale à y1'. La ligne du dessous, il nous faut 2 pour le y1, moins 0,5 pour le y2, et donc si on fait le produit de cette ligne par cette colonne, ça fait 2y1 moins 0,5 y2, c'est bien ce qui est écrit ici. D'accord. Donc on a bien ici un passage de notre équation différentielle d'ordre 2 à un système d'ordre 1, où il y a deux fonctions inconnues qui sont y1 et y2. Alors pour la petite histoire, on voit que la solution de cette équation différentielle, en fait, ce sera y1, et y2, ça devrait être la dérivée de la fonction y. Voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas du tout les outils pour résoudre ça, mais on verra. C'est le but du jeu, c'est de savoir résoudre ce genre de situation et des choses un petit peu plus compliquées. Donc on y arrive maintenant, on va parler des systèmes d'équations différentielles linéaires à coefficients constants. À quelle forme est-ce que ça prend? De façon générale, ça prend cette forme-là, à savoir qu'on a notre vecteur des fonctions inconnues, x' de t, qui est égal au produit d'une matrice A qui contient uniquement des coefficients constants, a priori qui appartient à l'ensemble des réels, donc c'est une matrice de taille n par n, puisque c'est un système de taille n, multiplié par le vecteur des fonctions inconnues x, plus un terme b qui appartient à Rn, donc c'est un vecteur de constante de dimension n fois 1. Voilà, et puis il y a les conditions initiales, c'est un problème de Cauchy, on l'appelle autonome, on va voir après qu'est-ce qu'un système non autonome dans ce cas. Donc dans le dernier exemple qu'on a pris, où on a rendu une équation différentielle d'ordre 2 en un système d'équations différentielles d'ordre 1, c'est exactement ce qu'on a fait, on a transformé, on avait une matrice de constantes multipliée par le vecteur des fonctions inconnues. Donc c'est exactement ça qu'on avait comme situation. Et notre terme b est égal à 0. Et on n'avait pas donné, c'était pas un problème de Cauchy, on n'avait pas donné les conditions initiales. Pour un problème de Cauchy non autonome, on obtient exactement la même chose en fait, c'est la seule différence, c'est que b va devenir dépendant de t. Si b n'est pas dépendant de t, on appelle ça un problème de Cauchy autonome. Si b est dépendant de t, on appelle ça un problème de Cauchy non autonome. Voilà. On va apprendre à résoudre ça, et de façon particulière, on saura résoudre ça du coup aussi. Donc prenons des petits exemples. Un problème de Cauchy autonome, par exemple, on peut l'écrire comme étant y1', y2', ici, c'est le vecteur des dérivés, égale une matrice de coefficients, 1, 2, 2, 1, fois le vecteur des fonctions inconnues y1, y2, plus un terme b, qui vaut 1 et 0 ici, parce que pourquoi pas. Et ça, c'est les conditions initiales, ce qui permet de dire qu'on a effectivement un problème de Cauchy, à savoir que y1 de 0 vaut 1, y2 0 vaut 1 également. Il est autonome parce que notre terme b ici ne dépend pas de t. D'accord. Et donc là, si on devait écrire sur une ligne cette première égalité, on aurait y1' égale 1 y1 plus 2 y2 plus 1, et on aurait y2' égale 2 y1 plus y2. Et plus 0, on ne le mettrait pas. Et donc c'est ça qu'on va résoudre simultanément avec ces conditions initiales. Un problème de Cauchy non autonome, on peut en obtenir un en partant exactement de la même chose. Il faut juste, dans le terme b, faire apparaître quelque chose qui dépend de t et uniquement de t. Pas de y1 ou de y2, attention. Et dans ce cas-là, on peut par exemple remplacer le 0 par un t, et on se retrouve maintenant avec un problème de Cauchy non autonome, parce que le terme b ici dépend de t. Voilà. Bon, c'est des exemples très triviaux à écrire, mais c'est juste pour avoir une petite idée un peu de ce qui peut nous attendre. Maintenant, la solution. Comment est-ce qu'on résout ces problèmes-là? Alors, on va admettre, on ne va pas le démontrer, c'est pas que c'est si compliqué que ça, mais je ne veux pas dans ces vidéos rentrer dans les démonstrations, je veux surtout qu'on applique et qu'on apprenne à résoudre. Donc on va admettre que toute solution d'un problème de Cauchy non autonome va être de la forme x égale une solution xh plus une solution xp, où xh c'est la solution du problème homogène, c'est-à-dire x' de t égale axt, et xp c'est une solution particulière. Il va falloir qu'on apprenne à calculer la solution particulière. Donc ce qu'on voit, c'est que c'est complètement analogue aux équations différentielles ordinaires non homogènes, pour lesquelles on a la somme de la solution de l'équation homogène plus une solution particulière de l'équation pour écrire la solution générale. C'est exactement pareil pour les systèmes, c'est juste que calculer xh et calculer xp est légèrement différent, ou très différent, suivant les cas, de ce qu'on a vu avec les équatifs. Donc, pour résoudre le problème homogène, ça veut dire qu'on supprime le b et on a x' de t égale axt. Alors là, la solution,
ressemble à ce qu'on aurait envie de faire pour une équation différentielle normale, hein. Si on avait f' égale f' de x égale a fois f de x, on sait qu'on aurait du log et donc de l'exponentielle qui apparaîtrait rapidement. Et exactement de la même façon, on a ça ici, à savoir que la solution xh est égale à la exponentielle de a fois t, multiplié par c, où c c'est un vecteur qui contient des constantes arbitraires. On sait que pour une équation différentielle d'ordre 1, on a une constante arbitraire. Pour une équation différentielle d'ordre 2, on a deux constantes arbitraires, etc. Ben, pour un système de n équations d'ordre 1, on a n constantes arbitraires qui sont rangées dans ce vecteur C ici. Et qui sont indéterminées par les conditions initiales. Donc quand on a un problème de Cauchy, on peut déterminer les C ici. S'il n'y a pas un problème de Cauchy, qu'on n'a pas les conditions initiales, on ne peut pas déterminer les C, on peut juste les donner dans le cas général. Pour la solution particulière, on va utiliser une méthode qui est la méthode de variation des constantes, qu'on avait déjà vue pour les équations différentielles ordinaires, et qui va s'écrire de la forme suivante, c'est-à-dire que la solution particulière va s'écrire xp de t égale exponentielle at, on part de ce qu'on a trouvé ici, multiplié par lambda t. Lambda t ici, c'est un vecteur qui s'écrit intégrale de 0 à t de exponentielle moins a s bs ds. Si vous repartez sur vos équations différentielles ordinaires, vous pouvez comparer avec la méthode de variation des constantes pour une équation différentielle ordinaire d'ordre 1, vous verrez tout ça est extrêmement similaire. En quelque sorte, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là, c'est juste que tout est devenu matriciel et vectoriel, mais sinon il n'y a pas de... Sur le fond, les choses se ressemblent furieusement. Ok. Et donc dans ce cas-là, la solution générale, suivant ce qu'on a vu, x de t, ce sera la somme de xh plus xp, donc exponentielle at fois c, plus exponentielle at fois l'intégrale de 0 à t de exponentielle moins as bs ds. Une façon très pratique d'utiliser cette relation-là, c'est de faire rentrer exponentielle at à l'intérieur de l'intégrale. On a tout à fait le droit de le faire, puisque t est une constante par rapport à s, donc on peut faire rentrer ça. Et exponentielle de at fois exponentielle de moins as, ça va être exponentielle de at moins as, et on peut mettre a en facteur, et au total, on va pouvoir écrire que ce terme ici, là, va être égal à intégrale de 0 à t de exponentielle de a fois t moins s, p de s ds. On verra que ça nous simplifiera un peu certains calculs, ça nous évite d'avoir à calculer le moins as ici, de façon casse-pied éventuellement. Et dans ce cas-là, la solution, donc ça c'est la solution générale, et pour la solution du problème de Cauchy, en fait, tout ce qu'on va faire, c'est remplacer le C qui est ici par x0, la condition initiale. Et c'est tout, en fait. Donc la solution du problème de Cauchy n'implique pas une complexité supplémentaire délirante par rapport à la solution générale. Voilà. Et bien maintenant, le mieux, je pense que c'est de prendre un exemple, et on va voir un peu comment toutes ces étapes se digèrent sur un cas, pris ici dans un ouvrage pour le coup, hein. Si vous le cherchez, c'est Principes mathématiques pour biologistes, chimistes et bio-ingénieurs chez Ellipse, qui est un très bon ouvrage, hein. Je vous le recommande si vous cherchez un bouquin de maths de référence pour tout ce qui est équations différentielles et systèmes d'équations différentielles en première approche. C'est très bien fait. Et puis l'algèbre linéaire est dedans aussi. Donc, maintenant, venons-en au vif du sujet. On veut résoudre ce système-là. Donc, on voit qu'on a... Alors, je vais le dire non pas sous forme matricielle, mais sous la forme développée, si je veux dire. Donc, x1' égale moins 2x1 plus x2. Et x2' égale x1 moins 2x2 plus t. Donc, on voit que le système est non homogène, hein. On a le terme b ici qui dépend de t. Et on a deux conditions initiales qui sont x1 de 0 égale 1 et x2 de 0 égale 0. Ok. C'est parti. Alors, suivant ce qu'on a dit tout à l'heure, il faut d'abord résoudre le problème homogène. Et on sait que sa solution, c'est la forme exponentielle at fois x0. Et on sait, d'après ce qu'on a dit avant, qu'il nous faut calculer l'exponentielle de at. Et pour ça, il faut d'abord diagonaliser a. Alors, on pourrait essayer de voir s'il y a d'autres approches de l'exponentielle qui marchent. À savoir, est-ce qu'on a une matrice nilpotente ou bien est-ce qu'on peut la décomposer en la somme d'une diagonale et d'une matrice nilpotente qui commute. Je ne me suis pas amusé à le faire en détail. J'y suis allé comme un bourrin, j'ai diagonalisé. Si ça se passe bien effectivement et que vous avez une situation favorable où votre matrice se décompose en une diagonale et une nilpotente qui commute, évidemment ça peut valoir le coup de faire ça plutôt que d'essayer de diagonaliser. Mais bon, ça n'a pas été mon choix d'essayer, donc je ne peux pas vous dire si ça marche ou pas. Vous pouvez essayer, c'est bien. Nous on va diagonaliser parce que pourquoi pas, c'est ce qui revient très souvent quand même. Donc d'abord pour diagonaliser a, il nous faut chercher les valeurs propres, hein. Donc c'est moins 2, 1, 1, moins 2, on va rajouter moins lambda sur la diagonale, et le déterminant de cette matrice égale à 0, ce sera pour les valeurs propres lambda 1 et lambda 2.
Donc on développe ce déterminant, ça fait moins 2 moins lambda au carré, moins 1 fois 1, donc moins 1. D'accord? On développe ce polynôme-là. Moins 1, ça fait lambda 2 plus 4 lambda plus 3. Voilà. Et on veut trouver les racines de ce polynôme. Alors je vous laisse le vérifier rapidement, mais ça fait moins 1 et moins 3, qui sont les deux valeurs propres de la matrice A. D'accord. Donc on a déterminé nos deux valeurs propres, c'est moins 1 et moins 3. Maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est déterminer un vecteur propre pour chacune de ces deux valeurs propres. Donc on va aller chercher les vecteurs propres associés à moins 1 d'abord. Donc on remplace lambda par la valeur propre moins 1. Ça fait moins 2 moins moins 1, 1, 1, moins 2 moins moins 1, fois xy égale à 0. C'est ça qu'on doit faire pour trouver les valeurs propres. Les vecteurs propres, pardon. Donc moins 2 moins moins 1, ça fait moins 2 plus 1, ça fait moins 1. Et donc ici aussi. Donc on voit qu'on a, comme toujours, on a bien amplement discuté auparavant un système lié. Et qui a le bon goût de nous donner une équation très simple qui est moins x plus y égale à 0, c'est-à-dire x égale y. Et donc nos vecteurs propres ici sont de la forme alpha alpha, x égale alpha, y égale alpha. On peut prendre par exemple 1, 1 comme vecteur propre à retenir associé à la valeur propre moins 1. Même punition pour moins 3, donc je ne refais pas tout le détail parce que ça revient exactement au même. On arrive à une équation qui est x plus y égale à 0, c'est-à-dire y égale moins x. Et donc on peut prendre par exemple 1 moins 1 comme vecteur propre associé. Donc au total, ce qu'on a dit pour l'instant, c'est que A peut se diagonaliser comme étant 1, 1, 1, moins 1, fois la matrice diagonale moins 1, 0, 0, moins 3, fois l'inverse de cette matrice-là, c'est-à-dire 1, 1, 1, moins 1, puissance moins 1. Donc il nous reste encore à prendre l'inverse de cette matrice pour arriver à avoir fini notre étape de diagonalisation. Donc on calcule son inverse. Donc là, je le mets rapidement, le résultat. Le résultat est assez marrant, parce qu'on tombe sur la même matrice à un facteur 1,5 près. Donc ça nous fait 1, 1, 1, moins 1, 1 inversé. On se rappelle, c'est 1 sur le déterminant de la matrice multiplié par la transposée de la matrice des cofacteurs. Donc le déterminant de cette matrice, c'est moins 1, c'est moins 2. Donc ça nous fait 1 sur moins 2. Le cofacteur ici, c'est ce terme-là. Il y a un petit plus ici, donc ça reste moins 1. Le cofacteur qui arrive ici, c'est ce terme-là, avec un affecté d'un signe moins. Ici, c'est ce terme-là, affecté d'un signe moins. Et ici, c'est ce terme-là, affecté d'un signe plus, donc c'est plus 1. Voilà. Et donc, tout ce qu'on peut faire simplement, c'est rentrer le signe moins à l'intérieur. Alors la transposée donne la même matrice, on intervertit juste moins 1 et moins 1, donc ça ne change rien. On fait rentrer le signe moins à l'intérieur, et ça change juste tous les signes, et ça fait 1, 1, 1, moins 1, avec un terme 1,5 devant. Ok, on a inversé, et donc maintenant on sait écrire finalement A sous forme diagonale complètement, c'est égal à 1,5 de 1, 1, 1, moins 1, fois moins 1, 0, 0, moins 3, fois 1, 1, 1, moins 1. Ok, super. On a réussi à diagonaliser cette matrice gentiment, et on tombe sur quelque chose de propre. Donc maintenant, on va savoir prendre l'exponentielle de a fois t. Ça va être égal à la matrice sous sa forme diagonale. Et ici, on va aller remplacer moins 1 par exponentielle moins t et moins 3 par exponentielle moins 3t. Et on a fini la diagonalisation. Il n'y a plus qu'à la remettre sous forme matricielle en faisant les produits de matrices qui restent à effectuer. Donc j'effectue d'abord le produit à gauche, parce que pourquoi pas. Ça fait... pour ce terme-là, ça fait cette ligne par cette colonne, ça fait exponentielle moins t plus 0, ça fait ça. Pour ce terme-là, ça fait exponentielle moins t plus 0, ça fait bien ça. Pour ce terme-là, ça fait cette ligne fois cette colonne, ça fait 0 plus exponentielle moins 3t. Et pour ce terme-là, ça fait 1 fois 0, moins 1 fois exponentielle moins 3t, ça fait moins exponentielle moins 3t. Voilà. Et maintenant, il faut encore faire la deuxième multiplication, ici. Donc c'est parti, on voit que cette ligne par cette colonne, ça fait exponentielle moins t plus exponentielle moins 3t. C'est ce terme-là. Ce terme-là, c'est exponentielle moins t moins exponentielle moins 3t. Voilà. Ce terme ici, c'est cette ligne par cette colonne, ça fait exponentielle moins t moins exponentielle moins 3t. Et finalement, ce terme-là, c'est exponentielle moins t, moins par moins, ça fait plus exponentielle moins 3t. Voilà. Il y a toujours le 1,5 devant, que j'ai jamais rentré dedans parce que ça sert à rien, c'est une constante qu'on peut laisser traîner devant jusqu'à la solution ultime où on prendra la valeur intelligemment, si je puis dire. Donc au final, ce qui nous intéresse, nous, c'est de calculer exponentielle at fois x0. Il n'y a plus qu'à faire ce calcul-là. Donc on prend exponentielle at.
c'est-à-dire 1,5 de ce qu'on a trouvé là, cette matrice, multiplié par le terme x0. Ça, c'était nos conditions initiales. Je vous laisse remonter en arrière si vous désirez vérifier, mais en fait, c'était le vecteur 1, 0. D'accord. Et donc, on fait le produit de cette matrice par ce vecteur. On voit que ça va nous faire cette ligne par cette, cette ligne par cette colonne, ça va faire ce terme-là, plus 0 fois ce terme-là, donc juste ce terme-là. Et cette ligne par cette colonne, ça va faire juste le premier terme, plus un terme multiplié par 0. Donc, au total, ça nous fait 1,5 et juste ces deux termes-là, qui reste dans le vecteur solution exponentielle à t fois x0. Voilà, donc on a calculé exponentielle à t fois x0. Si on ne résolvait pas un problème de Cauchy, mais un problème plus général sans les conditions initiales, on aurait remplacé x0 par un vecteur d'inconnu c, c1, c2. On aurait fait c1 fois ça, plus c2 fois ça, c1 fois ça, plus c2 fois ça, à la place de ces termes-là. Donc là, ça tombe plutôt bien parce qu'on a un 1 et un 0, donc ça simplifie les calculs, mais évidemment, les choses auraient pu être un peu différentes. S'il y avait eu un 1 ici, ça aurait enrichi peut-être un peu tout ça. Voilà. Néanmoins, maintenant, pour calculer la solution de notre système, il faut calculer la solution particulière. Et elle, on avait dit qu'elle allait être égale à l'intégrale de 0 à t de exponentielle de a fois t moins s b de s ds. Donc maintenant, c'est parti, on va substituer. Donc c'est intégrale de 0 à t de, alors exponentielle a t moins s, c'est 1,5 de exponentielle de moins t qui devient en fait t moins s, on substitue t par t moins s, plus exponentielle moins 3 fois t moins s, c'est le premier terme. Le deuxième terme ici, c'est exponentielle moins t moins s, moins exponentielle moins 3 fois t moins s, etc. etc. D'accord. Si vous avez pris des notes en même temps que j'écris, vous pouvez vérifier qu'on a en fait simplement repris le exponentielle a t qu'on avait calculé tout à l'heure, et on a remplacé les t par t moins s. Voilà. Et ça, on multiplie par b de s, c'était le deuxième terme. B de s, ça veut dire qu'on va remplacer t par s, donc on avait 0 fois 0 et t, maintenant on a 0 et s du coup, ds. Donc on doit intégrer cette chose-là. Alors le truc, c'est qu'on va rentrer l'intégrale dans la matrice. Voilà, et donc on va pouvoir prendre terme à terme cette intégration-là. Donc on commence par former le produit matrice-vecteur ici, avant de faire rentrer les signes d'intégration là-dedans. Ça nous fait cette ligne par cette colonne, donc 0 fois ce terme-là, ça s'annule. Et donc s est distribué sur ces deux termes-là, ça fait s exponentielle moins t moins s, moins s exponentielle moins 3 t moins s. Et la ligne du dessous, même punition, ce terme-là disparaît, et ce terme-là voit les s se distribuer dessus. Voilà. Maintenant c'est ça qu'il faut qu'on intègre. D'accord. Donc on peut faire rentrer les signes intégrales sur chacun des termes, il va falloir intégrer les deux lignes séparément. Et donc on a intégrale de 0 à t de toute cette ligne, et ici intégrale de 0 à t de toute cette ligne, ds. Après, comme on a la propriété de l'intégrale qui nous permet de couper en deux, puisqu'on a une somme dans l'intégrale, on peut traiter chacun de ces termes séparément. Donc ça nous fait intégrale de 0 à t de s exponentielle moins t moins s ds, moins intégrale de 0 à t de s exponentielle moins 3 t moins s ds. Ici, pareil. Et on peut par ailleurs, comme cette intégrale ne dépend pas de t, elle intègre par rapport à s, on peut sortir les exponentielles en t. Donc ici on voit qu'on peut sortir exponentielle moins t devant. Et donc là on a s fois exponentielle moins s, c'est-à-dire s fois exponentielle s, ds. Moins, pareil, là on sort exponentielle moins 3t, et on a intégrale de 0 à t de s exponentielle moins 3 moins s, c'est-à-dire 3s ds. En dessous, pareil, je vous laisse relire, on obtient un peu des choses complètement similaires. Et on voit qu'on a au final en fait que deux intégrales qui sont à calculer là, c'est intégrale de 0 à t de s exponentielle s ds qu'on retrouve deux fois, et intégrale de 0 à t de s exponentielle 3s ds qui se retrouve également deux fois. Voilà. Donc on va les calculer. Alors on les connaît déjà en fait, ça s'intègre par partie. J'ai mis la solution d'un coup parce qu'il n'y a pas tellement de surprises par rapport aux méthodes qu'on a vues par le passé. On va juste les relire ensemble pour aider un peu s'il y en a besoin. Donc l'intégrale de 0 à t de s exponentielle s ds, si on intègre par partie, on va dériver s et on va intégrer, primitiver exponentielle de s. Donc c'est égal à s fois la primitive de exponentielle s, donc s exponentielle s, entre 0 et t, moins l'intégrale de 0 à t de la dérivée de s fois la primitive de exponentielle s, c'est-à-dire exponentielle s. Voilà, et la primitive de exponentielle s, c'est exponentielle s. Voilà, donc on peut tout regrouper dans ce terme-là, ça fait s exponentielle s moins exponentielle s pris entre 0 et t. Ok, en t, on remplace les s par des t, ça fait exponentielle t fois t moins 1. Et en 0, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc voilà, ce terme-là disparaît. S, ça fait 0. Et donc il reste que moins 1.
donc ça fait moins 1, donc ça fait plus 1. Et donc au total, on a t exponentielle t moins exponentielle t plus 1. Voilà, c'est fait. Même chose ici, pour le s exponentielle 3s, on obtient la même logique. Alors tout ce à quoi il faut faire gaffe simplement, c'est qu'on a ce 3 là, qui va nous faire des termes en 1 tiers et 1 neuvième qui vont apparaître. C'est-à-dire que là, on a, pour ce terme entre crochets ici, c'est s fois la primitive de exponentielle 3s, qui est exponentielle 3s sur 3, entre 0 et t, moins intégrale de 0 à t de la dérivée de s, qui fait 1, fois la primitive de exponentielle 3s, qui est exponentielle 3s sur 3 ds, et la primitive de exponentielle 3s sur 3, c'est exponentielle 3s sur 9. D'accord. Voilà. Donc là, j'ai un peu recompacté, donc on ne voit pas le sur 9 dont je vous parle, il réapparaît ici. Et on obtient quelque chose de complètement similaire à ça, sauf que on voit apparaître des 3 et des 9 voilà, qui se pointent dans la solution de cette intégrale. Voilà. Et ensuite, maintenant, on peut aller resubstituer dans notre matrice précédente. Et on se rappelle que nos intégrales étaient là. On avait exponentielle moins t fois une intégrale qui est t exponentielle t moins exponentielle t plus 1. Moins exponentielle moins 3t fois ce terme-là. Exponentielle moins t fois ce terme-là, plus exponentielle moins 3t fois ce terme-là. Maintenant, on voit qu'il y a des choses qui vont bien se passer. C'est-à-dire que exponentielle moins t fois exponentielle t, ça va faire 1. Là, pareil, ça va faire 1. Exponentielle moins t fois 1, ça va faire exponentielle moins t. Pareil ici, exponentielle moins 3t fois exponentielle 3t, ça va faire 1. Exponentielle moins 3t fois exponentielle 3t, ça va faire 1. Et exponentielle moins 3t fois 1, ça va faire exponentielle moins 3t. Et on a exactement la même chose qui se passe ici. On voit c'est simplement des changements de signes qui se produisent. Donc, quand on introduit, entre guillemets, nos exponentielles à l'intérieur de nos parenthèses, et qu'on enlève les parenthèses parce qu'elles ne servent pas à grand-chose, on obtient du coup t moins 1, c'est ces deux termes-là, plus exponentielle moins t, et ici pour cette parenthèse-là, moins t sur 3, plus 1 sur 9, c'est ce terme-là, moins exponentielle moins 3t sur 9, c'est ce terme-là. Pareil sur la ligne d'en dessous, les choses se distribuent gentiment. On voit que tout ce qui change, c'est ces deux signes en fait, ces trois signes entre les deux lignes, qui viennent que là il y en a un moins et là on a un plus. Et qui donc inversent tous les signes dans la parenthèse. Ok, maintenant pour regrouper un peu les termes de même type, donc t moins t sur 3, ça fait 2t sur 3. Moins 1 plus 1 sur 9, ça fait moins 8 sur 9. Exponentielle moins t, exponentielle moins 3t sur 9, il ne change pas. Et ici, on a t plus t sur 3, ça fait 4t sur 3. Et moins 1 sur 9, ça fait moins 10 sur 9. Voilà. Ok. Et maintenant, on peut arriver à la solution du problème de Cauchy complète. Donc on se rappelle, la solution complète, c'est exponentielle at fois x0 plus exponentielle at fois intégrale de 0 à t de exponentielle moins asp de sds. Quel terme qu'on vient de calculer à l'instant. Donc on n'a plus qu'à faire la somme en fait de tout ce qu'on a vu jusque-là, à savoir que donc x1, x2 va être égal à 1 sur 2, exponentielle moins t plus exponentielle moins 3t, exponentielle moins t moins exponentielle moins 3t plus 1 demi fois ce qu'on a vu juste avant. On n'a plus qu'à faire la somme terme à terme, ça fait 1 demi de... Alors exponentielle moins t plus exponentielle moins t, ça va faire 2 exponentielle moins t, et les autres termes qui sont là vont rester là. Et exponentielle moins 3t moins exponentielle moins 3t sur 9, ça fait 8 exponentielle moins 3t sur 9. Sur la ligne d'en dessous, 4t sur 3, ça reste 4t sur 3, moins 10 sur 9, ça reste moins 10 sur 9, et exponentielle moins t plus exponentielle moins t, ça fait 2 exponentielle moins t, et moins exponentielle moins 3t plus exponentielle moins 3t sur 9, ça fait moins 8 exponentielle moins 3t sur 9. Voilà. Il y a le 1,5 qu'on peut faire rentrer maintenant, enfin, entre guillemets, dans la parenthèse. On voit que 2t va devenir t, 8 va devenir 4, 2 va devenir 1, 8 va devenir 4, et même chose ici, le 10 devient 5, c'est le coefficient qu'on n'a pas encore vu. Et on obtient la solution du coup du système, qui est donc x1 égale t sur 3 moins 4 sur 9, plus exponentielle moins t plus 4 exponentielle moins 3t sur 9, et x2 est égal à 2t sur 3 moins 5 sur 9, plus exponentielle moins t moins 4 exponentielle moins 3t sur 9. Et voilà, on a résolu notre problème de Cauchy. On voit que c'est un calcul qui est un peu long, qui fait intervenir à peu près tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. La seule chose qu'on a vue et qu'on n'a pas trop utilisée, mais qui pourra intervenir par la suite en TD, c'est les complexes. On sait que les nombres complexes peuvent apparaître quand on diagonalise nos matrices, même si elles ont des coefficients réels. Donc voilà, c'est la seule chose avec laquelle on sera amené à jouer un peu plus éventuellement dans les exercices. Et maintenant, donc, ce qu'on va voir, c'est deux cas particuliers. On va les mentionner rapidement, juste au cas où vous êtes confrontés. Le premier, c'est le système autonome. Le système autonome, c'est celui pour lequel donc, le vecteur b est constant. Et dans ce cas-là, ce qu'on a, c'est que la solution s'écrit comme on l'a fait jusqu'à maintenant.
x de t égale exponentielle à t facteur de x de 0 plus intégrale de 0 à t de exponentielle moins as fois b ds. Donc ça, en fait, ça change rien fondamentalement, hein, c'est toujours le même calcul, c'est juste que b est devenu une constante. Ce qui est intéressant, c'est le deuxième cas particulier, qui est le cas d'un système autonome où A est une matrice inversible. Dans ce cas-là, on peut effectivement pas mal simplifier la vie. On peut écrire dans ce cas-là que la solution, ce sera notre exponentielle de AT, facteur de x0 moins x bar, où x bar c'est notre solution d'équilibre, celle qu'on avait vue au début de la vidéo, plus x bar. Voilà, donc ça c'est significativement plus simple, hein. On voit qu'on a toute l'étape d'intégration qui disparaît dans ce cas-là, et ça c'est quand même plutôt sympa, si on y est amené, c'est-à-dire si on a une matrice des coefficients inversibles et si b est constant. Dans ce cas-là, il ne faut pas se priver de ce plaisir d'éviter la partie d'intégration. Voilà. Ok. Maintenant, on va voir une autre méthode de résolution par diagonalisation du système. Si cette méthode est utilisable, il ne faut pas hésiter à s'en servir. Elle est un petit peu moins générale que la précédente, mais elle est tout de même tout à fait recommandable si elle marche. Elle marchera dans la plupart des cas qu'on verra ensemble, je pense. Donc là, la stratégie est un peu différente. On considère le système qui s'écrit y' égale AY plus B fois T. Comme on l'a fait jusque-là, on a besoin d'abord de diagonaliser A, et là il faut absolument que A soit diagonalisable. Donc on va avoir une certaine matrice diagonale D qui va être écrite comme étant le produit de x-1 fois A fois x, où x et x-1 sont les matrices de changement de repère. On peut aussi écrire pour mémoire qu'on a A égale x fois D fois x-1. Dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir de nouvelles variables qui formellement s'écrivent z égale x-1 fois y. On n'aura pas à calculer cette relation-là. Et quand on va utiliser cette expression-là, si vous regardez bien ce qui se passe, ce que ça veut dire, c'est que y, pour le coup, va être égal à x fois z. Puisque si on multiplie par x à gauche, ça fait x fois z égale x fois x-1, c'est-à-dire l'identité, fois y. Donc x fois z est égal à y. Ok, du coup ça, quand on fait ce changement de variable, ça permet d'écrire le système suivant, à savoir que z' est égal à cette fameuse matrice diagonale fois z, plus, on multiplie par x-1 à gauche, fois bt. B de t. Et donc, maintenant, ce qu'on a à résoudre, c'est un système qui est beaucoup plus sympa, parce que on va avoir n équations, si c'est un système n équations du premier ordre découplées qu'on peut résoudre individuellement avec la méthode de résolution d'une simple équation différentielle du premier ordre, qu'il faut résoudre l'une après l'autre. Et après, il faut simplement retransformer le résultat dans les variables initiales. Donc une fois qu'on a le vecteur z solution, on revient à y en faisant x fois z, et ça nous donne la solution du système de départ en y. Voilà, donc ça c'est les étapes. Ce qu'on va faire maintenant, c'est prendre un exemple. On va reprendre l'exemple qu'on a vu précédemment, et on va le résoudre avec cette méthode. Donc, pour mémoire, on avait écrit que y' est égal à moins 2, 1 moins 2 moins 2 fois y plus 0t. Et on avait y1 de 0 égale 1 et y2 de 0 égale 0. Ok, on se rappelle aussi qu'on avait déjà diagonalisé la matrice des coefficients, on ne va pas le refaire pour le plaisir que ça procure. On avait montré que A pouvait s'écrire comme étant 1, 1, 1, moins 1, fois moins 1, 0, 0, moins 3, fois 1 demi, 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. Ok, donc maintenant on va appliquer les règles qu'on vient de se donner, à savoir qu'on va écrire qu'on doit résoudre maintenant z' égale la matrice diagonale, donc moins 1, 0, 0, moins 3, fois z, plus x moins 1, donc ici c'est 1 demi, 1 demi, 1 demi moins 1 demi fois b, ou pour nous b c'est 0t. Ok, donc il faut qu'on fasse ce produit matrice vecteur là, pour écrire le système complètement, et donc ça fait, quand on fait l'opération, t sur 2 moins t sur 2. Ok. Donc maintenant, le système qu'on doit résoudre, c'est z' égale moins 1, 0, 0, moins 3, z, plus t sur 2, moins t sur 2. Ça revient à écrire qu'on a deux équations différentielles indépendantes l'une de l'autre, du premier ordre. Ça fait z'1 égale moins 1 fois z1 plus t sur 2, et z'2 égale moins 3z2 plus moins t sur 2, donc moins t sur 2. Donc c'est deux équatifs qui apparaissent ici. Et ça, maintenant, ça a le bon goût d'être raisonnablement simple à résoudre. Alors, c'est des techniques qu'on a vues l'an dernier, donc je vais pas rentrer dans trop de détails. Enfin, je vais mettre toutes les étapes, mais je ne vais pas réinsister trop dessus. À savoir, donc, si on traite la première, on la met sous forme canonique d'abord, donc on passe le moins z1 de l'autre côté, ça fait z' plus z1 égale t sur 2. On se rappelle qu'il faut calculer le multiplicateur, qu'on notait mu, il est égal à l'exponentielle de l'intégrale de ce qui multiplie z1 dt. Donc ici, ce qui multiplie z1, c'est 1 simplement. Donc la primitive de 1, c'est t. Donc ça fait exponentielle t.
Ok, dans ce cas-là, la solution z1 multiplié par mu est égale à l'intégrale de le deuxième côté ici, t sur 2 multiplié par mu, c'est-à-dire exponentielle t dt. Alors t sur 2 exponentielle t, à nouveau, c'est des stratégies d'intégration qu'on connaît depuis l'année dernière, au moins. Donc je ne reviens pas dessus, ça s'intègre par partie, ça. Et ça nous donne exponentielle t sur 2 fois t moins 1 plus c1, la première constante d'intégration. Et donc la solution z1, on l'obtient en divisant par mu, ce côté-là. Donc en divisant par exponentielle t. Donc exponentielle t divisé par exponentielle t, ça va se simplifier. Il va rester t sur 2 moins 1 sur 2. C'est cette partie-là. Et c1 sur exponentielle t, c'est la même chose que c1 fois exponentielle moins t. Donc voilà, on a z1 déjà qui est égal à t sur 2 moins 1,5 plus c1 exponentielle moins t. Même punition pour z2, donc l'équatif qu'on doit résoudre, c'était z'2 égale moins 3z2 moins t sur 2, on la met sous forme canonique, ça fait z'2 plus 3z2, ou z2' comme vous préférez, égale moins t sur 2. À nouveau, le multiplicateur mu est égal à exponentielle de l'intégrale de 3 dt, donc ça fait exponentielle 3t ici. Ensuite, on écrit que dans ce cas-là, z2 fois ce multiplicateur, donc la solution z2 fois mu est égale à l'intégrale de moins t sur 2 fois exponentielle 3t dt. À nouveau, c'est d'intégration par partie, un tout petit peu plus gaspillé que la précédente parce qu'il y a ce 3 là auquel il faut être attentif. Ça nous fait des coefficients un peu différents. Et donc on se retrouve avec du moins 1,5 de t exponentielle 3t sur 3 moins exponentielle 3t sur 9 plus c2. D'accord. Et donc z2, on l'obtient en divisant à nouveau par exponentielle 3t. Donc ce exponentielle 3t là va disparaître. Donc ça va faire du moins t sur 6. Ça va faire ce t qui reste avec 1,5 fois 1 tiers, ça fait 1 sixième. Et le signe moins. Ce signe moins là multiplié par ce moins là va devenir plus. Exponentielle 3t disparaît avec celui-là. Donc il ne reste plus que 1 sur 18, puisque 2 fois 9 là, ça fait 18. Et après, ça fait c sur 2 sur exponentielle 3t. C'est la même chose que c2, fois exponentielle moins 3t. Voilà. Donc maintenant, on peut du coup revenir à y en faisant x fois z, c'est-à-dire y est égal à la matrice x, c'est 1, 1, 1, moins 1, fois le z, c'est z1, z2 ici, il faut bien les mettre dans le bon ordre d'ailleurs, attention. Donc z1, il est reproduit ici, et z2 est reproduit ici. Donc on fait ce produit matrice vecteur, et on trouve comme résultat t sur 3 moins 4 neuvième, plus c1 exponentielle moins t, plus c2 exponentielle moins 3t, pour ce qui est de y1, y2 c'est 2t sur 3 moins 5 neuvième, plus c1 exponentielle moins t, moins c2 exponentielle moins 3t. Maintenant, il nous faut déterminer les constantes d'intégration à partir des conditions initiales. On se rappelle que c'était y1 de 0 égale 1, y2 de 0 égale 0, avec y est égal à ça. Donc on va substituer t par 0 là-dedans. Donc ça nous fait 0 ici, moins 4 neuvième il reste en place, c1 fois exponentielle de 0 ça fait c1, c2 fois exponentielle de 0 ça fait c2, et ça doit être égal à 1, c'est y1 de 0. y2 de 0 c'est moins 5 neuvième plus c1 moins c2, et ça doit être égal à 0. Donc ça nous fait ce petit système à résoudre, c1 plus c2 égale 13 neuvième, si on fait passer le 4 neuvième de l'autre côté là, et on fait passer 5 neuvième de l'autre côté, donc ça fait c1 moins c2 égale 5 neuvième. Alors on sait résoudre ces systèmes là très facilement, là on peut se simplifier vraiment la vie, en faisant la première ligne plus la deuxième ligne. Parce qu'on voit que les C2 vont s'en aller, ça nous fait 2C1 égale 13 neuvième plus 5 neuvième, ça fait 18 neuvième, ça fait 2. Ça fait 2C1 égale 2, ça fait C1 égale 1. Et après, on peut aller remplacer, par exemple, dans l'équation du haut. 1 plus C2 égale 13 neuvième, ça fait C2 égale 13 neuvième moins 1, ça fait C2 égale 4 neuvième. Et au final, on trouve Y égale à ce qu'il y a écrit là. Et c'est exactement ce qu'on avait trouvé avec la méthode précédente. Les deux méthodes correspondent bien. Voilà. Bon, on va s'entraîner évidemment à toutes ces techniques. N'hésitez surtout pas, au fur et à mesure que vous regardez les vidéos, à faire les exemples, en anticipant si vous y arrivez, et sinon en les refaisant juste après, et vérifier les points sur lesquels vous pouvez buter éventuellement. Si vous avez besoin de rappel sur la résolution des équatifs du premier ordre, et d'ailleurs du deuxième ordre, parce qu'on pourra en avoir besoin éventuellement, n'hésitez pas à reprendre vos cours de l'an dernier, et à nous solliciter, vos profs de TD. On pourra vous aider dans cette démarche, bien sûr. Voilà. Et ben, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt.